D'accord. Alors, une drogue est une substance naturelle ou artificielle qui modifie le comportement et les processus mentaux d'un individu. Les facteurs, nous avons la pression sociale, voilà, la pression des amis pour appartenir à un groupe. Voilà, si le groupe consomme, alors l'individu est dans l'obligation de consommer. Le profil des consommateurs, vous les voyez, vous les recevez dans votre centre là-bas, généralement, c'est le même profil ou bien c'est varié? Le profil, le plus souvent, c'est des jeunes. D'accord. Et l'âge varie de 11 à 40 ans. 11 ans. Wow. Salut, c'est Dr Cissé de Vision Diamant. Aujourd'hui, toujours dans notre campagne de sensibilisation pour de bonnes habitudes en faveur de votre santé, nous recevons aujourd'hui Monsieur Kouadio Kwaku Alain. Bonjour Monsieur Kouadio. Bonjour Comment docteur. vous allez? Oui, je vais bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Et est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs? D'accord, merci madame. Alors, je me nomme Monsieur Kouadio Kwaku Alain, doctorant en psychologie génétique différentielle et psychothérapeute au centre d'accueil de la Croix-Bleue Côte d'Ivoire. D'accord. Aujourd'hui, on vous reçoit pour parler d'addiction, de drogue et tout, hein, pour nous donner des conseils. Et est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi une drogue? D'accord. Alors, une drogue est une substance naturelle ou artificielle qui modifie le comportement et les processus mentaux d'un individu. D'accord. Voilà. Alors, une drogue naturelle, c'est une drogue fabriquée où l'homme est venu trouver. Voilà. Et une drogue artificielle, c'est une drogue où c'est un individu qui a créé, c'est-à-dire l'homme qui a créé. Donc, il y a deux types de drogues. Il y a les drogues licites et les drogues illicites. D'accord. Alors, les drogues licites, ce sont des drogues autorisées par un État. En Côte d'Ivoire, nous prenons les drogues licites. Il y a l'alcool, il y a la cigarette et bien d'autres. Au niveau des drogues illicites, ce sont des drogues qui sont interdites par un État. Et en Côte d'Ivoire, le cannabis, la cocaïne, l'héroïne sont des drogues qui sont illégales en Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord. Et c'est quoi une addiction? Une addiction, c'est une personne addicte, c'est une personne qui ne peut pas s'en passer de ce produit et qui en consomme régulièrement. D'accord. Donc, une addiction aux drogues, c'est quelqu'un qui consomme régulièrement ces substances. Bon, régulièrement, c'est relatif. Bon, quelqu'un peut se dire, moi, je consomme une fois par semaine. L'autre va dire, moi, je consomme une fois par jour. D'autres va dire, même, quelqu'un d'autre va dire 5 fois par jour. 5 fois par jour. Alors, les addictions sont accompagnées de signes. D'accord. Alors, il y a plusieurs signes qui accompagnent l'addiction. C'est l'envie. Une forte envie de prendre ces produits et qui fait que tu deviens dépendant. Tu ne peux pas faire quelque chose sans toucher à ces produits. D'accord. Voilà, c'est ça une addiction. D'accord. Donc, pour quelqu'un qui commence à consommer de l'alcool, de la cigarette ou de la drogue, le premier signe d'alerte, c'est l'envie. L'envie. D'accord. Voilà. Ok. Bon, l'envie, est-ce que, je pense quand même quand tu vas acheter ta bière ou quoi que ce soit, c'est parce que tu en as envie. Mais est-ce que la simple envie veut dire qu'on est déjà devenu addict ou bien il faut que cette envie-là soit irrésistible? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a plus? Alors, l'addiction, voici quelques éléments qui rentrent dans l'addiction. Un besoin au niveau des différents signes d'addiction, il y a le besoin répressif de consommer,
Il y a la tolérance. Voilà. La tolérance, c'est lorsque l'envie d'augmenter la dose. C'est ça. Voilà. Quelqu'un qui prend, par exemple, une cigarette par jour, au fur et à mesure, ça rend compte qu'il passe à 2, à 3, oui, au fur et à mesure. Et troisième, il y a les symptômes de manque ou les syndromes de manque qui sont des signes physiques, voilà, que la personne ressent lorsqu'il n'a pas touché à ces produits. Et c'est ce que, en termes ivoiriens, il dit le Jones. Voilà. Il en manque, ça peut le pousser à pleurer, il se sent nerveux, et il devient agressif physiquement, verbalement, et des démangeaisons, des tours, l'irritabilité. Voilà. Et le dernier, c'est les conséquences négatives ignorées. Voilà. Les conséquences négatives ignorées, c'est lorsque la personne, il voit les dangers, mais il ne peut pas s'en passer. Il ne peut pas se retenir. On peut dire, au niveau professionnel, si tu n'arrêtes pas de fumer, tu n'arrêtes pas de boire, on va te licencier. Et malgré ça, il va boire pour venir au travail. Voilà. Il ne raisonne plus, en fait. Il ne raisonne plus. D'accord. Ça peut l'amener à traverser la route sans considérer les voitures. Oui, sans considérer. Il y a eu plein de cas d'accidents pour ça. Et ça, c'est pour la drogue ou bien ça peut arriver, tout ce que vous venez de décrire, ça peut arriver même pour la cigarette, la nicotine, même pour l'alcool et tout? Oui, voilà pourquoi dans la définition des drogues, je dis toute substance qui modifie le comportement de l'homme. D'accord. Voilà. Donc, la nicotine, on a l'impression que c'est banal, mais on peut en arriver là? Oui. D'accord, ok. Donc, selon vous, qu'est-ce qui pousse les jeunes, les adultes, tout le monde à s'adonner à ces substances, à les consommer? Ce qui pousse les jeunes, les adultes, est multifactoriel. D'accord. Mais je vais citer quelques facteurs. Nous avons la pression sociale, voilà, la pression des amis pour appartenir à un groupe. Voilà, si le groupe consomme, alors l'individu est dans l'obligation de consommer. Il y a au niveau des jeunes l'absence des parents. Voilà, et l'enfant se sentant seul, alors va se réfugier dans l'alcool. Il y a aussi les conflits familiaux. Voilà, lorsque les deux parents font des disputes, l'enfant peut se laisser aller par ses douleurs. Il y a aussi des déceptions amoureuses. On voit beaucoup, voilà, qui poussent beaucoup de jeunes à s'adonner à la drogue. Il y a la pression professionnelle. Voilà, il travaille chaque jour, il est obligé de prendre des substances pour pouvoir mieux travailler, pour être mieux performant au travail. Donc, il y a tellement de facteurs. Voici quelques-uns que je peux citer. Tu sais, il y en a qui tombent dedans aussi, juste par curiosité. Ils ont juste envie de voir, de goûter, pour voir un peu ce qu'on en dit. Ça arrive souvent? Oui, ça arrive. Et plus souvent, la majorité, c'est le premier essai. Et puis après, tu n'en peux plus t'en passer. Donc, si tu as essayé juste par curiosité, tu as vécu un peu ce moment d'euphorie, d'excitation, d'extase et tout, normalement, tu voulais juste savoir comment ça fait. Après, on peut arrêter ou bien souvent, après cette première tentative-là, on est déjà dedans, quoi. On peut plus arrêter. Bon, la dépendance n'est pas installée, mais la personne peut se retirer. Elle peut se retirer si elle veut. Voilà. Mais c'est après plusieurs tentatives. En 2 mois de consommation, tu rentres dans la dépendance. En 2 mois seulement, hein? 2 mois oui. Donc, c'est pour dire que les jeunes, il ne faut même pas essayer, en fait. Parce que souvent, même, il y en a qui vont essayer une seule fois. Une seule fois, et puis c'est parti. Et puis, voilà, ils sont un peu trop sensibles. Tu ne connais pas ton seuil de sensibilité. Tu te dis, je vais faire comme les autres, je vais juste essayer. Et après, tu es dedans, quoi. Tu es déjà au fond du trou. Oui, ce que je voulais préciser, c'est que
la dépendance, on ne souhaite pas ou on ne décide pas d'être dépendant d'une drogue. On le devient. On le devient. On ne voit pas ça venir en fait. Ça te surprend. Ça te surprend. Okay. Voilà. C'est ce qui trompe beaucoup de jeunes. C'est ça. Alors, j'ai consommé, le jour où je décide d'arrêter, je vais arrêter. Alors et après, il veut arrêter, il ne peut plus. Il peut plus. Voilà. Il peut plus. Donc, il ne faut même pas faire le premier pas. Non. Pour rien au monde, en fait. Voilà. Okay. Quelles sont les drogues les plus consommées en Côte d'Ivoire ici? En Côte d'Ivoire, il y a plusieurs drogues consommées en Côte d'Ivoire. Mais les plus connues sont le cannabis. D'accord. Voilà. Et le cannabis est consommé, le nom change en fonction des quartiers. Ah. Voilà. Le nom change en fonction des quartiers. Et d'autres l'appellent Odikouche. Odikouche. Oui, Odikouche. D'autres l'appellent Ban. D'autres l'appellent SK. Voilà, il y a plusieurs noms en fonction de chaque quartier, en fonction de chaque pays. Et autres. Comment ça se présente quand vous parlez d'une drogue, vous pouvez nous dire un peu, parce que pour nous les parents par exemple qui ne connaissons pas, on peut voir ce ça. Ce sont des feuilles naturelles, des feuilles. Et c'est ce que cette drogue est beaucoup consommée en Côte d'Ivoire parce que les gens utilisent le facteur naturel. D'accord. Voilà, pour avoir les jeunes, pour dire que c'est naturel, donc ça ne fait rien. D'accord. En réalité, c'est faux. Ça détruit. Moi, je pense que c'est la drogue la plus dangereuse. D'accord. Donc, ce sont des feuilles normales. Voilà, des feuilles, on peut plantes. Cultiver même à la maison. Oui, les gens. Dans le jardin. Oui, on peut retrouver. Et comment ils utilisent la plante, la feuille verte là? Le cannabis est utilisé sous toutes ses formes. Les feuilles, la tige, les racines, les gens peuvent consommer. Comment ils l'utilisent? Comment, je veux dire, ils prennent la feuille là, ils l'écrasent. Ou bien, bon, comme on est à la télé, oui, c'est mieux, c'est vrai, vous avez raison. Cela. Effectivement, pour ne pas inciter, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Et quel est le profil? Au niveau des drogues aussi, il y a encore la cocaïne qui est consommée en Côte d'Ivoire. L'héroïne est consommée en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, les jeunes font le mélange. Ils appellent ça le yor et le pao. D'accord? Le cocaïne et l'héroïne. Voilà, appelé yor pao. D'accord. D'accord. Donc, et puis, il y a les nouvelles drogues Katafi, qui n'est que des médicaments dopinés que les enfants utilisent pour se droguer. Je ne veux pas citer ces médicaments, bien sûr, ce sont des médicaments que des jeunes utilisent pour se droguer. Des médicaments de rue et les médicaments de pharmacie. Voilà. Et j'interpelle les pharmaciens d'être très vigilants. Très vigilants, d'accord, ok. Donc, c'est quoi le profil des consommateurs? Vous les voyez, vous les recevez dans votre centre là-bas. Généralement, c'est le même profil ou bien c'est varié? Le profil, le plus souvent, c'est des jeunes. D'accord. Et l'âge varie de 11 à 40 ans. 11 ans? Voilà. Wow. La majorité de 11 à 40 ans. 11 ans, c'est-à-dire CM2, 6e à peine? 6e à peine, oui. Ils sont déjà dedans. Ils sont déjà dedans. Et comment ils expliquent ça? Eux, c'est quoi? C'est la curiosité parce qu'ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas besoin. Là, il y a la curiosité, il y a aussi le modèle qu'ils veulent copier. Voilà, les différents stars, les autres. Oui, voilà. Et puis, j'essaie de rester dedans. Ah, c'est dangereux, ça. Et bon, quand vous travaillez à la Croix-Bleue, et comment ça se passe quand une maman, par exemple, constate que son fils consomme la drogue? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle a peur d'être stigmatisée en allant à la Croix-Bleue? Est-ce que si elle va à la Croix-Bleue, elle sera vraiment prise en charge? On se pose beaucoup de questions. Comment ça se passe quand on arrive à la Croix-Bleue? D'accord. Alors, quand les parents arrivent là-bas, il y a un entretien motivationnel avec le patient ou avec les parents et au niveau du service social. Et après cela, on envoie le patient à l'infirmerie, on ouvre un dossier. Et pour le moment, on ne sait pas si l'enfant prend ces substances ou pas.
Voilà. Plus souvent, les parents soupçonnent que leur enfant touche à ça parce qu'il va nier dans les débuts. C'est ça. Donc, la première des choses à faire, c'est de faire un test urinaire pour détecter s'il prend la drogue ou pas. Voilà. Et quel type de drogue, comment on peut trouver dans le corps. C'est fiable, le test urinaire. Oui, le test est fiable, le vôtre. Sauf que le temps de détection de fois fait défaut parce que si l'individu a touché ce produit et le temps de détection est passé, alors qu'on fait le test, c'est négatif. Et il se dit qu'il ne prend pas. C'est ça. Voilà. Et quand c'est comme ça, on demande à ce que le test soit renouvelé. Voilà. Sur au moins 2 à 3 mois. Voilà. On fait l'examen de sang aussi ou pas? Oui, on fait. Lorsque l'individu, le jeune, détecté positif à une drogue, alors on fait un bilan sanguin pour voir les organes qui ont été touchés par ces produits. Bon, quand c'est avéré, on a trouvé une drogue dans les urines, combien de temps dure votre accompagnement? Qu'est-ce que vous faites ensuite? Alors, l'accompagnement, il faut dire que la prise en charge est médico-psychosociale. D'accord. D'accord. Alors, au niveau médical, comme je le dis, le médecin fait un examen de sang pour voir les organes qui ont été touchés et puis il donne un traitement sur les organes qui ont été touchés et gérer les syndromes de manque. Voilà, les syndromes de manque. Plus souvent, les syndromes de manque s'accompagnent d'insomnie. Tant qu'il ne fume pas, tant qu'il ne fait pas, il n'arrive pas à dormir. Donc, il faut gérer le sommeil. Il n'a pas l'appétit, il faut gérer aussi l'appétit. Et puis, au niveau des douleurs, voilà, les maux de ventre, voilà. Comme l'héroïne, par exemple, le jour où tu n'as pas touché, les syndromes de manque se manifestent par la diarrhée, les maux de ventre, comme on appelle le bâillement, et puis les lames qui coulent. Les lames qui coulent sans être frappées. Voilà. Les lames coulent. Voilà. Donc, voici un peu ce que nous faisons au niveau médical. Au niveau psychologique, le psychologue doit rechercher les raisons de sa consommation. Voilà, c'est très important parce que lorsque on ne sait pas les raisons de sa consommation, on va tourner en rond, l'enfant va retomber encore dedans. Qu'est-ce qui pousse l'individu à prendre la drogue? Peut-être c'est une souffrance psychologique qui accompagne cela et autres. On a vu plein de cas où après le décès de soit papa ou maman, l'enfant ne pouvait pas supporter. Les amis lui disent que si tu prends ça, ça va t'apaiser, tu vas oublier ce souci-là et autres. Et puis, allez, les enfants où les parents sont divorcés, il y a des palabres, l'enfant prend ça pour se calmer. Donc, et le psychologue recherche un peu les raisons de sa consommation. Et une fois qu'on connaît les raisons de sa consommation, c'est sur ça qu'on travaille pour l'aider. Mais tant que ce problème n'a pas encore été détecté, alors même le volet médical, ça ne fait rien. D'accord. Donc, il faut... Et au niveau social, quand vous finissez, le médecin a donné un traitement, le psychologue a détecté le problème, et l'individu rentre en soins médicaux, psychologiques, voilà. Au niveau social, il faut réhabiliter l'individu. Il faut réintégrer la personne. La réinsertion sociale, socio-professionnelle compte beaucoup. Il est là, il a fait des années, il ne fait rien, et autres, il a quitté dans la drogue, il ne consomme plus, mais qu'est-ce qu'il fait? S'il ne travaille plus, alors vous allez voir que quelque temps après, il va le plonger à cause de la nuit, à cause de... Voilà. Donc, c'est au niveau de là, le service social essaie de voir les parents de différentes structures voilà, pour conseiller les parents à pouvoir amener, comme on appelle, leur enfant là-bas pour une réinsertion. D'accord. Est-ce que vous avez des cas de personnes qui ont réussi à s'en sortir? Oui. Est-ce que c'est évident? Oui, c'est évident. Il y a eu plusieurs cas où la personne a commencé à travailler, voilà.
J'ai vu d'autres même qui ont travaillé dans leur véhicule, tout ça. Voilà. Okay. Donc, ils arrivent à s'en sortir. C'est C'est pour dire que la cigarette, le jour où la personne n'a pas touché, alors il est, il a des sauts d'humeur. D'accord. Voilà. Il se fâche à n'importe quel moment. D'accord. Et il devient agressif, verbalement. Okay. Voilà. Au niveau du cannabis, il peut s'ensuivre des maux de tête. D'accord. Voilà. Une forte envie. Voilà, qui peut mettre la personne dans un état d'irritabilité. D'accord. Voilà. Et puis des sauts d'humeur aussi. Okay. Et les insomnies, voilà, qui sont vraiment récurrents, très récurrents au niveau des drogues, que ce soit la cigarette, que ce soit le cannabis, que ce soit l'héroïne. Voilà. Au niveau de l'héroïne, les symptômes de manque sont physiques et psychologiques. Okay. Or, la cigarette et le cannabis, les effets sont d'ordre psychologique, accompagnés de quelques signes physiologiques, voilà, comme l'insomnie. Mais au niveau de l'héroïne, la personne peut avoir des signes comme les maux de tête, maux de ventre, la diarrhée, voilà, et puis l'éternuement. Voilà, il va éternuer plusieurs fois, il va bâiller plusieurs fois et il est très nerveux. Il peut vendre tout sur lui. Voilà, vendre tout. On a vu des cas où matin les parents se réveillent, il a fait dévalisé la maison. Voilà, il a enlevé tout. Ou des cas où des enfants vendent leur ordinateur de plus de 300 000 à 10 000 francs pour consommer et autres. Donc, voici un peu quelques signes qui montrent que vraiment, c'est pas facile de s'en sortir. Voilà. Mais il faut avoir la volonté et la motivation. Voilà. Il faut prendre d'abord la décision. Et une fois que tu as la décision, que tu as la volonté, tu peux y arriver. Mais c'est pas facile. D'accord. Voilà. Pour les jeunes qui nous regardent, l'un d'entre eux peut se dire, oh, ce que le docteur a expliqué, a cité là, moi, c'est des choses que je peux gérer, mal de ventre, mal de tête, insomnie et autres. C'est gérable, donc il n'y a pas de problème, je me fais plaisir. Et quand je voudrais, il suffira de quelques jours de souffrance, de tous ces signes-là, et puis après, tout va rentrer dans l'autre. Est-ce que c'est aussi aisé que ça? Parce que tel que vous l'avez présenté, ça allait un peu théorique. Est-ce que c'est vraiment... Parce que moi, j'ai vu dans des films, quand les personnes sont en train de faire le sevrage là, mais on est obligé de les enfermer, se griffent et crient, c'est atroce. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'on dirait un animal? Est-ce que dans la réalité, dans les films, ils aggravent ou bien dans la réalité, c'est comme ça en fait? D'accord. Alors, je voulais préciser quelque chose. Les addictions commencent le jour où je commence à toucher pour la première fois. D'accord. Il y a des étapes dans la dépendance. D'accord. Alors, le premier jour, c'est un essai. J'ai essayé. Et après, j'essaie deuxième fois. D'accord. Si j'ai essayé deuxième fois, j'essaie troisième fois. Ça me met bien. Voilà, donc je rentre dans les étapes. Et toujours, je prends l'exemple de l'école. Quand on commence le CP1, je ne sais pas le jour où tu commences le CP1 que tu arrives à l'université. Oui, c'est sûr. Voilà, c'est un peu que tu arrives à l'université. Donc, les dépendances commencent le jour où tu prends un peu au fur et à mesure, la dépendance s'installe et tu ne peux pas t'en sortir. Donc, c'est pour dire quoi que les jeunes doivent faire attention à ce produit. De ne même pas essayer un jour. Voilà, parce que quand tu essaies, tu rentres dans le processus de dépendance. Voilà, qui peuvent provoquer beaucoup de santé, comme je disais, la santé physique, la santé sociale et la santé psychologique. Voilà, qui peut être touchée. Donc, c'est pratique et autres. D'autres voient que c'est dans les films et se disent que moi, je peux maîtriser ma consommation et autres. Voilà. Mais il faut dire que une fois tu touches à ce produit, tu rentres dans le processus de
dépendance. Okay. Voilà, il y a plusieurs stades. Okay. Mais tu vas rentrer dedans lorsque tu n'arrêtes pas. Forcément, un jour, tu seras dépendant de cette drogue. Okay. Mais racontez-nous un peu le cas de quelqu'un, par exemple, qui a voulu arrêter et tout ce par quoi il est passé, combien de temps ça a duré jusqu'à ce que la personne s'en sorte. Et puis, est-ce que quand la personne s'en sort, elle n'est pas sujette à des récidives et tout le parcours jusqu'à... Voilà. D'accord. Il faut dire que pour le suivi des addicts à la drogue, il faut au moins 4 ans de suivi. 4 ans pour s'en sortir? Oui, 4 ans pour déclarer qu'il a guéri. Au moins 4 ans. Bon, quelque chose, tu as commencé juste 2, 3, 4 mois. Voilà. Et tu as 4 ans 4 ans de suivi ouais. médico-psychosocial. Waouh! Ça, c'est bon à pour savoir. Déclarer que la personne est libérée. Sinon, 1 an, 6 mois, on ne peut pas te déclarer guéri. Guéri, d'accord. Voilà. Ok. Maintenant, c'est quoi? On passe par quoi? Quels sont les signes? Est-ce qu'on doit les enfermer? Et tout ça, comment ça se passe? Alors, un cas pratique que vous avez suivi de bout en bout. Bien. Au niveau de suivi, quand l'individu arrive, il faut voir les signes qu'il présente. Et c'est en fonction des signes qu'on fait le traitement, soit en ambulatoire ou en hospice. D'accord? Alors, en hospice, il y a des critères. Si le syndrome de manque est sévère, alors on passe directement à une hospitalisation. Pour les cas de héroïne, cocaïne, c'est forcément une hospitalisation. Ça se passe comment? Parce que les syndromes de manque sont très sévères. Comme je l'ai dit, la personne qui a des douleurs de maux de ventre terribles, hein? C'est pas musulman. C'est pas ce qu'on voilà, non. Voilà, d'après un qui me disait une fille qui me disait que ça dépasse douleur d'accouchement. Wow. Voilà. Donc, c'est terrible. Oui. Il a mal à la tête. Il peut pas, il est faible. Donc, la personne là, il sait que s'il prend son produit, tout ça va s'arrêter. Donc, ça sera difficile pour lui lorsqu'il est libre. Voilà. Donc, on le met en hospice pour que si ces syndromes-là se manifestent, il soit un peu empêché. Oui. Voilà. Et puis, le traitement suit son cours pour gérer ces syndromes de manque. Voilà. Donc, voici un peu quelques cas pratiques. Mais au niveau des autres cas, le cannabis, si ce n'est pas des troubles de comportement, les autres, on le fait en ambulatoire. Voilà. Il a des rendez-vous, il vient plus souvent. Au niveau psychologique, c'est 1 fois par semaine. On rencontre la personne. Donc, pour vous qui me regardez, vous avez bien entendu, pour être libéré totalement et définitivement de cette addiction, il faut 4 ans. Après d'énormes souffrances, parce que la privation de ces substances-là est difficile à supporter. Le docteur l'a dit, des maux de ventre intenses, plus intenses que les douleurs de l'accouchement. Vous n'imaginez même pas ce que ça veut dire. Des maux de tête, des insomnies, énormément d'autres symptômes. La colère et ainsi de suite. Vous pouvez vous faire du mal à vous-même. À vous-même, ou aux personnes que vous aimez aussi. Oui, parce que ça peut créer, le manque peut créer aussi des hallucinations. C'est ça. Alors, il y a 2 types d'hallucinations qu'on voit de façon... et il y a l'hallucination auditive et visuelle. D'accord. Alors, auditive, tu entends des voix. D'accord. Tu as l'impression que quelqu'un te parle. D'accord. Voilà. Et te donne des ordres. Ok. Voilà. Et tu es obligé d'exécuter ces ordres. Voilà. Et, ou bien, on a reçu d'autres cas, quand il se couche, il entend des gens parler sous le lit. Voilà. Il a l'impression que tout le monde est contre lui. Voilà. Donc, tu ne peux pas t'entendre avec les membres de ta famille. Voilà. Et ça joue aussi sur la mémoire. Voilà. La mémoire et votre, donc la capacité de concentration va commencer à changer. Donc, si tu es premier de classe, tu as 18 de moyenne, forcément, quand tu vas commencer dès les premiers mois, tu vas voir que la moyenne va chuter à 16. C'est ça.
Voilà. Et ça va descendre. Et au fur et à mesure que tu consommes, les années passent, le rendement scolaire commence à baisser. Et tu oublies vite. Donc, tu peux étudier la veille, le lendemain, tu arrives, tout ce que tu as bossé, voilà, tu as tout oublié. Et à un moment donné, le cerveau est fixé sur la consommation. Donc, tu es là, au lieu de te concentrer sur ce que le professeur est en train de dire, ton idée, comment je vais sortir pour consommer. Le cerveau est préoccupé par la consommation et non par ce que le professeur est en train de dire. Voilà, donc c'est très dangereux. Donc, j'interpelle vraiment les jeunes à ne jamais essayer les drogues. Quel que soit ce que on va vous dire, n'essayez jamais ça, parce que tu vas détruire ta santé physique, ta santé mentale et ta santé sociale. C'est ça. Vous avez parlé d'hallucination, hallucination visuelle et hallucination auditive. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de personnes qui ont eu des hallucinations et qui ont fait des choses qu'ils ont regrettées après, qui étaient vraiment très... Oui, on a reçu d'autres qui ont eu des hallucinations auditives, qui leur dit de sauter du 3e étage. Et ils ont sauté. Ils ont sauté vraiment? Oui, ils ont sauté. D'accord. Voilà. Il y a d'autres aussi qui voient, qui entendent des voix qui leur disent que soit un des parents est sorcier, donc il faut abattre. Donc il sera agressif vis-à-vis de cette personne. Oui, envers cette personne. Il y a d'autres aussi qui, en marchant, il entend que les gens disent que il est vilain. Il entend la voix des gens qui disent qu'il est vilain. Donc il s'attaque à ces personnes, aux gens. Et voilà, on a eu des cas où il a été tabassé dans la rue parce que... il avait s'en prendre à des gens. Voilà, parce qu'il entend la voix qui lui dit que les gens disent qu'il sent... Voilà, il sent mauvais. Il est vilain. Donc, voilà. On a eu d'autres cas aussi où la personne, au niveau de l'hallucination visuelle, il a vu des bêtes marcher sur son corps, donc il est obligé de les tuer. Donc, il allait payer une lame et quand il les voit, il les tue. Or, en réalité, ça n'existait pas. Donc, attends, il croit voir des bêtes qui marchent sur sa peau. Oui. Et il achète une lame pour les tuer. Et finalement, c'est quoi? C'est lui-même qui se blessait. Il s'est déchiré partout. Il s'est déchiré partout. Waouh. Ça, c'est les hallucinations. Les hallucinations. Et à un moment donné, il était couché et il a vu un serpent marcher sur son ventre. Or, en réalité, il n'en était rien. Voilà. Donc, il allait prendre le couteau pour poignarder le serpent. Heureusement que les parents ont vu vite et ils l'ont récupéré. Voilà. Ils ont récupéré le couteau et ils l'ont envoyé à la Croix-Bleue. C'est grave. Donc, il y a tellement d'exemples. Et vraiment, les drogues, ça fait peur. Ça fait peur. Bon, on va essayer de parler en détail de certaines drogues. Il y a la cigarette électronique que les jeunes appellent puff. On dit c'est sans nicotine, c'est parfumé, c'est juste pour le fun. Est-ce qu'il y a des risques d'addiction avec ça? Est-ce qu'il y a des dangers avec les puffs, par exemple? Alors, il faut préciser que, et je dis à tous les jeunes, tout ce que tu mettras dans ta bouche et que la fumée sort est dangereux pour ta santé. D'accord. Je répète, tout ce que tu mettras dans ta bouche et la fumée va sortir de ta bouche est dangereux pour ta santé. De la bouche ou du nez aussi. Hein. La fumée peut sortir aussi par le nez, je pense. Oui, voilà, pour le nez et autres partout où la fumée sort seulement, il faut te dire que c'est déjà dangereux pour le corps. D'accord. Alors, quand il y a des incendies dans une maison, ce qui détruit d'abord, c'est la fumée. C'est ça. Voilà, la fumée rentre dans tes poumons et tu n'arrives plus à respirer et tu meurs. Donc, imagine que tu es en train d'inhaler cela dans ton corps, ça va te tuer. D'accord. Voilà. Donc, ça tue. D'accord. À cause de la fumée. À cause de la fumée, il y a d'autres produits. Voilà, il y a d'autres produits qui sont dans les différents cigarettes électroniques. Il faut dire qu'au niveau de la chicha, par exemple, une bouffée de chicha correspond à plus de 20 à 40 cigarettes ordinaires. Je n'ai pas bien compris. Une bouffée de chicha correspond à 20 à 40
cigarette ordinaire. Quand on dit une bouffée, c'est-à-dire je mets le truc dans ma bouche, j'aspire une seule fois, je fais ressortir la fumée. C'est-à-dire quand la boîte qui est là est haute, je dois finir ce qui est dedans. Voilà, quand je finis là, c'est ça on appelle une bouffée. Ah, voilà. Ok, donc tout le contenu là. Tout le contenu, donc quand je finis ça, alors c'est comme si j'ai fumé 20 à 40 cigarettes. 40 cigarettes. Et bon, aujourd'hui, on voit les jeunes filles, elles se disent, voilà, moi je ne fume pas, mais au moins la chicha, c'est plus fun. Ah oui, en fait, c'est comme on appelle, c'est le marché. Oui. Voilà, c'est le même, il y a du tabac. D'accord. Il y a du tabac et on met un peu de fraises, de parfum, pour ne pas que tu sentes que tu prends de fumée. Ok. Voilà. Et on sait que la cigarette contient beaucoup de substances cancérigènes, des substances qui vont entraîner le cancer. Est-ce qu'il y en a dans les puffs, par exemple? Oui. Dans les puffs? Il y a les puffs, ça se trouve dedans. On peut trouver des substances cancérigènes dedans? Ok, et dans la chicha, bon, la chicha c'est pire, certainement. Quelque chose on charge, ça prend de l'énergie et tu mets dans le corps. Donc c'est déjà dangereux. Je ne vais pas citer ici les éléments, voilà, comme ce sont des trucs. Bien sûr. Et il est plus facile de se débarrasser d'une addiction à la cigarette ou bien à la drogue. Qu'est-ce qui est plus facile? Bon, rien n'est facile. Rien n'est facile, voilà, rien n'est facile. Qu'est-ce qui est plus difficile en fait? Plus souvent dans le traitement, le sévrage de la cigarette est très difficile. Très difficile. Voilà, très difficile. Voilà. Mais les autres aussi sont difficiles à arrêter. Mais la cigarette vraiment cause beaucoup d'énormes, beaucoup de difficultés aux jeunes. Voilà, à arrêter. À cause de la nicotine. Voilà. Et ces substances-là, avec leur consommation et l'addiction, après, ça peut avoir des conséquences au niveau, vous avez parlé du niveau social, les relations familiales, et ainsi de suite et tout. Si vous avez des exemples, des anecdotes à nous raconter, comment des gens ont brisé leur famille, rien que, voilà. Oui, au niveau social, par exemple, il y a des cas où l'individu peut vider le compte de ses parents. Voilà. S'il a des informations bancaires. S'il a des informations bancaires, voilà. Il prend. Il y a aussi d'autres qui font des accidents. Au moment où les parents dorment, ils prennent le véhicule et puis allez, il va, voilà. Au niveau de la scolarité, ils prennent la scolarité pour aller payer leurs substances, les objets, comme les ordinateurs. Voilà, on a eu des cas où les gens ont vendu leur ordinateur de 300 000 à 10 000 francs. À 10 000 francs. Voilà, pour pouvoir le faire. Et même, ils vendent tout chez eux, même les habits. Voilà, des cas où il sort avec bien habillé, il ressort, il revient en culotte avec des badets. Parce qu'il a tout vendu pour pouvoir payer ces différents types de drogues. Ok. Bon, il y a des parents qui se disent, moi, je ne vais jamais donner d'argent à mes enfants pendant l'école, parce que c'est quand ils ont l'argent qu'ils vont penser à acheter ces substances-là. Donc, je leur donne tout ce dont ils ont besoin, les goûters et tout, en tout cas, tout ce qu'ils veulent. À midi, on va leur livrer la nourriture à l'école et tout. Je ne veux pas qu'ils manipulent l'argent pour ne pas être tentés d'acheter ces substances-là. J'ai entendu parler de solidarité entre les drogués. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Est-ce que c'est par rapport aux parents qui ne donnent pas d'argent? Est-ce qu'ils sont à l'abri? Non. Parce que, comme vous venez de le dire, les enfants sont solidaires. Alors, il y a ce qu'ils appellent casser la patte. D'accord. Alors, moi, je fume et je veux mettre mon ami dedans. Alors, je fais tout possible, je m'arrange pour qu'il fume. Voilà. Et pendant le mois de Ramadan, il y a des jeunes voilà, qui, pendant la rupture, ont mis des médicaments Katafi dans la bouillie. Voilà. Et lui, ne sachant pas, il est venu, il a pris, il a bu aussi. Et après ça, la langue a commencé à avoir des problèmes. Il a failli avaler sa langue parce que ses amis ont fait ça. Donc, personne n'est à l'abri. Voilà. Mais ce que je voulais préciser au niveau des parents, c'est la communication avec les enfants.
faut beaucoup communiquer. Et votre le travail nous demande beaucoup, mais faisons tout possible pour que la communication soit, papa sort, il sort à 6 heures, l'enfant dort, il revient à 23 heures, l'enfant dort. Donc, à un moment donné, il n'y a pas de communication et l'enfant va plus écouter ses amis. Donc, tout ce que ses amis vont dire, c'est ça qui est la vérité, pas pour les parents. Donc, c'est un problème. Sinon, personne n'est à l'abri, aucun enfant n'est à l'abri des drogues. Mais pour pallier à ça, il faut la communication au niveau des parents. D'accord. Est-ce que la communication, ça suffit? Bon, donc, si j'entends bien, tu peux ne pas donner d'argent à ton enfant pour aller à l'école, il n'a pas les moyens d'en acheter, mais ses amis vont lui en donner. Pas par amour, hein. Il partage ça pour qu'il tombe dans le même vice. Ils soient dans leur milieu. Voilà, dans leur milieu. Et ils ont des thèmes qu'ils utilisent. Lorsque un enfant ne prend pas la drogue, c'est qu'il a une femme. On l'appelle, il est femmelette. Voilà. Donc, il est zogor. Voilà, c'est un thème utilisé. Il est zogor. Il n'est pas dans la moule. Donc, il faut qu'il rentre. Donc, on le booste à pouvoir fumer ces produits. Et on peut faire ça à ton insu, comme vous avez dit tout à l'heure, on met ça dans ta nourriture. On met ça dans ta nourriture, voilà. Et tu t'en rends pas compte. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Ou bien il peut te dire, accompagne-moi quelque part. Tu accompagnes, tu arrives là-bas. Voici, il se retrouve au milieu des fumeurs. Si tu ne fumes pas, tu ne sors pas ici. Il y a des cas comme ça. Tu prends en otage comme ça, carrément? Donc, il est obligé de fumer. Une fois qu'il fume, qu'il voit la sensation, alors c'est fini. C'est fini. Ils reprennent encore. C'est dangereux, ça. C'est ça. Est-ce que la communication, vous avez demandé à ce que les parents communiquent avec leurs enfants? Est-ce que la communication, ça suffit? Parce que on en parle avec nos enfants. On leur dit les dangers de la drogue, et ainsi de suite et tout. Mais si l'enfant a cédé à la tentation, il ne va pas forcément assumer de te dire. Comment on finit par savoir, par expérience, qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord. Alors, les premiers signes, ce sont des comportements inhabituels. D'accord. Alors, j'ai mon enfant, je sais que voici comment il se comporte, mais après sa consommation, il y a des comportements inhabituels qu'il va commencer à avoir. Un enfant qui, quand il arrive, bonjour maman, à un moment donné, il change. Quand il arrive net, il rentre dans sa chambre, il dépose le sac, il est au dehors. Voilà. Ou bien, quand il arrive, il est dans sa chambre, il n'échange pas avec quelqu'un, et il est tout le temps sur son téléphone, et parfois tu observes que les boîtes d'allumettes, ça disparaît, voilà, on ne comprend pas. Avant-hier, j'ai acheté une boîte d'allumettes, mais c'est fini. Voilà. Ou bien, quand tu fouilles dans son sac, tu vois des briquets, des boîtes d'allumettes dans son sac. Voilà, donc tu vas commencer à voir. Donc il y a des comportements inhabituels d'abord que tu dois vraiment observer. Dès que tu vois ça, tu commences à faire un test urinaire pour vérifier. Voilà, pour vérifier si il prend ou il ne prend pas. Donc observer les comportements inhabituels de ton enfant. Et puis fouiller dans son sac, dans ses armoires et tout. Oui, de temps en temps. De temps en temps. Et puis quoi d'autre? Je ne sais pas. Peut-être les tests inopinés aussi. Inopinés, oui. Est-ce qu'on peut acheter nous-mêmes et puis les faire à la maison comme ça, les tests urinaires? Oui, il faut l'envoyer. Il faut l'envoyer dans un centre d'abord. Mais après aussi, si ton enfant ne le fait pas et que tu viens, tu dis, bon, ok, allons, accompagne-moi à la Croix-Bleue. Et ça peut être tellement vexant pour lui. Il va se dire, bon, ok, si mon papa pense que, donc à la limite, est-ce que ça aussi, c'est une bonne approche? Oui, ça, c'est ce que des fois, on est confronté à ce genre de problème. À chaque fois qu'on rencontre des parents, et il réveille l'enfant un bon matin, il dit accompagne-moi, il arrive, l'enfant s'en rend compte que c'est à la Croix-Bleue, donc il peut se fâcher, c'est normal. Mais quand ils arrivent, on arrive à expliquer à l'enfant le bien fondé de la chose. Mais ce que les parents doivent faire, c'est de dire à l'enfant, je te soupçonne de tant, et il faut que si tu dis tu ne prends pas, alors on va vérifier. Voilà. S'il dit il ne va pas, c'est qu'il y a un problème.
Ok. Voilà, ce sont des signes aussi qui attestent qu'il prend. C'est ça. Voilà. Lorsque tu n'as rien fait, qu'on dit, allons, on va vérifier quelque chose, mais franchement, tu vas dire, bon, allons-y, parce que je me reproche de rien. Mais lorsqu'il dit, non, je ne vais pas là-bas, je ne vais pas là-bas, c'est que à 80%, c'est qu'il a touché à ça. C'est ça. Voilà. Donc, à tous les parents aujourd'hui qui ont remarqué des comportements, bon, après, on peut se dire que c'est la puberté, non? À la puberté, les enfants changent de comportement, donc comment oui, comme on appelle les crises de l'adolescence, mais ça, c'est pas radical. C'est pas radical. Voilà, c'est progressif. La crise de l'adolescence, mais avec la consommation, en moins de quelques semaines, le comportement commence à changer. Voilà. Donc, c'est ça que j'appelle le comportement inhabituel. Mais pour un parent, c'est la catastrophe. Hein, en tout cas, c'est une belle claque de constater que ton enfant est probablement en train de consommer ce genre de substance. Même quand tu n'en as pas encore la certitude, c'est douloureux. Comment on arrive à prendre sur soi et puis commencer le processus? On peut rester dans le déni aussi, parce qu'on n'a pas envie d'affronter cette réalité-là. Et quand on arrive, on fait le pas. On va à la Croix Bleue et vous prenez en charge l'enfant et le parent. Oui, le parent aussi est pris en charge aussi. Ah bon? Voilà, oui. Parce qu'il faut d'abord motiver le parent, rassurer que ce n'est pas encore fini. On peut aider son enfant. Voilà. Donc, il y a des entretiens motivationnels avec les parents. On commence toujours par les parents. Ils nous expliquent qu'est-ce qui se passe à la maison et puis après ça, on échange avec l'individu. On fait une réconciliation. Parce qu'avant de venir, ou bien on a lancé la nouvelle, chacun est dans son... chacun est énervé, voilà. Et ce qu'on a remarqué et qu'on conseille aux parents, si ton enfant est addict à la drogue, c'est pas la peine, la violence ne va pas résoudre le problème. C'est de l'aider à quitter dedans. Ah bon? Oui. La violence, ça ne résout pas le problème. Ni physique, ni verbal. Physique, voilà. Tu l'insultes, ça lui fait mal, il va le prendre pour pouvoir se calmer. D'accord. Voilà. Mais à la limite, ce n'est pas une bonne nouvelle, donc on n'a pas envie d'être tendre avec lui aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est l'encourager, va dire tu peux t'en sortir. C'est-à-dire que le parent, il prend sur lui. Malgré la colère, je t'avais prévenu et tout, tu es tombé dedans quand même. On veut se libérer, on veut Non, il ne faut pas le faire. Voilà, non. Donc, il faut l'encourager. Ah, voici, je sais que telle chose, tu l'as fait par ignorance, parce qu'il faut dire qu'à 80%, c'est par ignorance. Souvent, ils sont informés. Nos jeunes d'aujourd'hui, ils sont plus informés que nous. C'est pas ignorance. Ah bon? Oui, c'est pas ignorance. D'accord. Parce que le vendeur, ils sont forts. Je dis toujours aux gens que quand vous montez dans les cars, le voyage, voilà, les gens, les vendeurs là, ils sont forts. Même il y a des choses que tu as ça à la maison, mais à force de parler du bien de la chose, tu vas acheter. Donc, c'est la même chose que les gens utilisent et autres. En fonction de la personnalité de l'enfant, on lui donne un argument. C'est ça. Voilà. Si, par exemple, on voit que c'est un enfant qui est beaucoup chrétien ou musulman, on utilise le Coran ou la Bible pour l'avoir. Voilà. Non, c'est écrit dans la Bible que... comment on appelle, l'arbre de la vie, de la connaissance là, ce n'est rien d'autre que c'est le cannabis. Donc les gens vous ont trompé, c'est le cannabis. En réalité, c'est faux. Donc l'enfant peut croire en ça. Voilà. Et, non, Dieu a interdit ça, comme on appelle l'alcool, mais il n'a pas interdit la consommation de cannabis. Voilà. Donc la personne peut ne pas toucher à l'alcool, mais va toucher au cannabis parce que c'est pas écrit dans le Coran. Or, c'est faux. D'accord. Ok, bon, je reviens aux parents, parce que c'est douloureux cette épreuve. Donc, vous dites, il ne faut pas qu'on tape, il ne faut pas qu'on gronde, on doit encore faire profil bas, rassurer l'enfant. Mais comment on gère notre frustration à nous, ce sentiment d'échec, ce sentiment de...
sais pas comment on peut décrire ce sentiment. Oui, alors les parents ne doivent pas se culpabiliser. Par exemple, quand tu te culpabilises, c'est là que tu commences à te poser la question et tu commences à pleurer. Mais forcément, tu culpabilises. Oui, mais il ne faut pas rester dedans longtemps. Voilà. Parce que tu te dis, si j'avais su, vous avez dit tout à l'heure, c'est pas ignorance, si j'avais su, je lui avais dit ça, j'avais su l'encadrer, s'il n'avait pas manqué d'affection, si j'avais été plus présente, on s'en veut, on ne peut pas s'empêcher de s'en vouloir. Mais l'être humain est pluridimensionnel. D'accord. Voilà. Au moment où tu es en train de te focaliser sur une dimension, l'enfant se retrouve quelque part là-bas et dit telle chose me manque. C'est ça, effectivement, on ne peut pas l'être satisfait. Donc, c'est difficile. Et bon, des fois, on accuse quelques parents de dire que non, tu as fait ceci, tu as fait cela, mais ce n'est pas facile d'encadrer un enfant. Et je dis toujours, l'éducation d'un enfant, c'est un travail. Et c'est le travail le plus compliqué au monde. Vraiment. Parce qu'il y a plusieurs facettes. C'est ça. Tu te dis, ah, mon enfant, bon, l'école, je dois mettre beaucoup de moyens dedans pour pouvoir résoudre les problèmes. Donc, je dois travailler, je dois être au travail et puis donner tout à l'enfant à sa disposition. Mais lui, il va trouver que maman ou papa n'est jamais à la maison. C'est ça. Mes parents me manquent. C'est ça. Donc, comme mes parents me manquent et autres, je cherche le confort ailleurs. Or, le parent, il est en train de lutter pour que tu sois à l'aise un jour. Et autres, mais l'enfant ne comprend pas ça. Ça. Voilà, donc c'est un peu difficile pour les parents. Donc voilà pourquoi il faut pas, ils vont se culpabiliser. C'est des choses, ça peut arriver à tout le monde, mais c'est d'observer son enfant, d'observer les enfants. Et quand on a parlé de fouille, tu peux fouiller ton enfant, mais à son insu. Voilà, parce que quand, par exemple, quand il va à l'école, tu peux chercher à regarder un peu dans ses affaires un peu, mais te rassurer que tu ne vas pas déranger beaucoup de choses pour que quand il arrive, il sache qu'on va fouiller. Docteur, on va finir, on va conclure. Est-ce que vous avez un appel à lancer? D'accord. Vraiment, j'appelle les jeunes à ne pas toucher à la drogue. Et je précise qu'il y a des drogues comme licites et des drogues illicites. Une drogue licite peut être illicite dans un pays. Par exemple, en Mauritanie, l'alcool est illicite. Or, en Côte d'Ivoire, c'est licite. Le cannabis est licite au Canada. Et puis, en Côte d'Ivoire, c'est illicite. Mais le fait que ce soit licite ou illicite n'enlève rien à la dangerosité de la drogue. Donc, soyez vigilants. Ne touchez jamais, n'essayez jamais la drogue. N'essayez jamais, quels que soient les arguments que vous allez recevoir de vos amis et autres, n'essayez jamais, parce que une fois que tu essaies, tu rentres dans le processus de dépendance. Et tu es condamné malheureusement à souffrir, parce que c'est vrai, c'est quelques minutes de plaisir, d'euphorie, mais toute ta vie peut basculer rien que parce que tu as fait cette seule action-là. Non à la drogue, pour votre bien-être et pour une vie plus épanouie. Je vous remercie, docteur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen.